Film d'horreur, film d'épouvante, film catastrophe ou encore thriller, dès les années 20, de Hitchcock à Kubrick, en passant par Lynch, la peur au cinéma a provoqué chez de nombreux réalisateurs une source intarissable d'inspiration, ainsi qu'un véritable engouement. La peur est une émotion primaire, et le cinéma, qui comme toute autre forme d'art, représente, suggère et provoque des émotions, ne pouvait pas manquer de l'intégrer au récit filmique, grâce aux expressions du visage, aux gestes des acteurs, ou encore à l'usage de l'espace et du temps. Ainsi, la peur au cinéma a un rythme parfois rapide, parfois lent. La surprise et l'attente contribuent, de manière variable et avec une intensité différente, de provoquer chez le spectateur une peur qui, tout en étant différente de la peur réelle, peut nous émouvoir fortement. Vous l'aurez compris, cette vidéo aura pour sujet l'usage de la peur au cinéma. Tout d'abord, quelles sont les émotions les plus souvent utilisées au 7e art? Elles sont au nombre de 4. L'amour, le rire, la tristesse et enfin, la peur. Avant d'entrer dans l'univers fantastique de la peur, un bref historique s'impose. Si vous ne deviez retenir qu'un nom concernant le cinéma d'épouvante, ce serait celui de Georges Méliès, considéré comme étant le premier réalisateur de films fantastiques ainsi que le père des effets spéciaux. Et le premier film considéré comme étant le premier film d'épouvante est Le Manoir du Diable de Méliès. Attention, grosse claque visuelle dans 3, 2, 1... Oui, c'est ça, moquez-vous. Mais il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, ce film était une prouesse et le travail effectué dessus pour parvenir à ce résultat était titanesque. Ensuite, le cinéma d'horreur fera son petit bonhomme de chemin avec la sortie du cabinet du docteur Caligari en 1920. En 1922 sortira La sorcellerie à travers les âges de Christensen et en 1923, Le bossu de Notre-Dame, premier film de monstre. Regardez comme il est mignon. Il est tout mignon. À cette époque, de nombreuses adaptations de monstres tels que nous les connaissions dans les contes ou légendes urbaines, ainsi que dans certains classiques de la littérature, sont transposées au cinéma, avec Dracula, Frankenstein, La fiancée de Frankenstein, Dr Jekyll et Mr Hyde, et enfin, L'homme invisible. En bref, à cette époque, les monstres ont la cote dans le cinéma d'horreur. Retournons en 1922 où est réalisé le premier film de vampire, Nosferatu, adapté du roman de Bram Stoker. Il est réalisé par Frederick Willem Murnau. Et alors, vous me direz, mais alors, pourquoi Nosferatu alors que le livre de Stoker s'appelle Dracula? Bon sang de bonsoir, je n'y comprends rien. Eh bien c'est très simple, car le réalisateur n'avait tout simplement pas les droits pour adapter le Dracula de Bram Stoker. Alors bon, il a bien opté pour Draculo, mais on s'est dit qu'il fallait pas trop se foutre de la gueule du monde. Alors on l'a obligé de changer le nom de son film, et il l'a finalement appelé Nosferatu. Alors, pourquoi Nosferatu, ça? Aucune idée. Alors, bien sûr, comment parler de cinéma d'épouvante sans évoquer le nom du réalisateur qui va faire basculer le cinéma d'épouvante dans sa nouvelle ère? Je parle bien sûr de monsieur roulement de tambour, Alfred Hitchcock. Alors, Hitchcock est un génie, c'est indéniable, mais pourquoi Hitchcock est-il un génie? Car dans ses films, il met en scène des univers qui nous sont communs. Dans Les oiseaux, il parle de nos oiseaux, et dans Psychose, il parle de nos psychopathes. Le public s'identifie et flippe, tout simplement. 1963, date du premier film gore appelé Blood Fist, qui nous apprend que dans les années 60, avec un peu de ketchup et beaucoup d'imagination, on pouvait en faire des choses. Non mais, sérieusement, filez le voir. Non, filez le voir, ça vaut le coup d'œil. 1968, premier film de mort-vivant réalisé par monsieur George Romero, intitulé très subtilement La Nuit des Morts-Vivants. 1972, Wes Craven arrive avec La Dernière Maison sur la gauche et La Colline à des yeux. D'ailleurs, petit aparté sur La Colline à des yeux, film terrifiant parce que je ne sais pas vous mais moi, ce visage ou encore ce visage me font beaucoup flipper. Pour en revenir à Wes Craven, il réalisera également les 4 films Scream, concept qui d'ailleurs sur la fin commence à s'essouffler un peu. Ensuite à nouveau 2 dates clés avec la sortie de Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper en 1974 ainsi que Les Dents de la Mer de Spielberg en 1975. 1980 est la date de sortie de Shining de l'immense Stanley Kubrick. Oui bon,
je vous le montre parce que c'est le seul DVD dont je parle dans cette chronique que j'ai en original. Donc regardez-le bien, il est beau, hein. Oui, bon, on continue. D'ailleurs, je vais me permettre un tout petit commentaire sur Shining. Je trouve personnellement que le film de Kubrick est bien trop surestimé par rapport à ce qu'il vaut. Je sais pas, dans l'histoire par exemple, l'actrice qui interprète la femme de Jack est interprétée justement par Shelley Duvall. Dans le roman, ce personnage est censé être séduisante et en plus de ça sûre d'elle. Je veux dire, non, non. Et Danny Lloyd, celui qui joue le gamin, justement, Danny aussi dans l'histoire, jamais, à aucun moment, il ne parle à son doigt. Jamais. Alors oui, bon, lisez le bouquin, parce que niveau film, c'est super génial, mais niveau adaptation, c'est assez moyen. Enfin, une fois de plus, ce n'est que mon humble avis de cloporte. Je vous laisse me lancer plein de contre-arguments. Je les attends avec impatience. Vers les années 90, le cinéma d'épouvante évoluera vers un nouveau style, le slasher movie. Le concept est simple, un serial killer tue des gens. Voilà, il tue des gens. Souvent des jeunes. Souvent un groupe de jeunes très cliché, avec une blonde à forte poitrine, un noir assez baraqué, un intello, et des jeunes souvent très cons. Et non, surtout très cons. Bon, on peut notamment citer Les Griffes de la Nuit, Souviens-toi l'été dernier, Vendredi 13 ou encore Halloween. Et leurs remakes tous aussi pourris les uns que les autres. Sauf peut-être, petite mention spéciale au Halloween de Rob Zombie, que j'ai particulièrement adoré. Je vous aime en secret, monsieur Rob Zombie. Et le premier qui osera parler de UV Ball quand on évoque le cinéma d'horreur, je lui lance la première pierre. Ou alors, pire, je lui lance ce chat. Vous êtes prévenus, messieurs. Bon, après tout ça, on se dit que la peur est une émotion assez difficile à analyser. Et pourquoi ? Ben, parce que c'est ultra complexe. Et pourquoi ? Pourquoi ? Car chaque spectateur a une sensibilité différente et il se sentira touché ou non par les émotions évoquées dans le cinéma du genre. Certains pourront avoir peur devant une séquence, d'autres n'auront pas peur devant cette même séquence et inversement. Chaque spectateur a une sensibilité propre et perçoit la peur d'une manière différente. Et les techniques utilisées sont diverses et variées. Terminons ce voyage au sein du cinéma d'épouvante avec 3 techniques utilisées par différents réalisateurs. Premièrement, nous avons le jump scare. Et le jump scare, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit là de l'apparition d'un élément horrifique dans une scène qui semble calme aux yeux du spectateur. Pendant le film, le réalisateur va faire baisser la tension. Et d'un moment à un autre, subitement sans qu'on s'y attende, un élément horrifique va venir sauter aux yeux du spectateur. Exemple en image. Oui, on peut lancer l'extrait. Ah, attendez, je pense qu'il y a une petite erreur de... Deuxième technique, le hors-champ. Le hors-champ est utilisé par exemple dans le film Les Dents de la Mer de Spielberg. C'est un exemple qui représente bien ce que la technique peut être. Le hors-champ, c'est simple. Vous avez une scène dans laquelle vous voulez montrer quelque chose qui fait peur et vous n'avez pas les moyens techniques pour le présenter. Eh bien, simplement, vous ne le montrez pas. Dans Les Dents de la Mer, c'est très simple. La peur réside dans le fait qu'on ne voit pas la menace. On ne voit pas le danger, on ne voit pas le requin, on s'imagine qu'il est là, mais on ne le voit pas. Et le fait de se l'imaginer fait encore plus peur que de le voir réellement. L'explication est assez maladroite et scabreuse de par sa complexité, mais pour mieux redéfinir mon propos, je vous conseille de revoir justement Les Dents de la Mer de Spielberg. En plus de ça, vous gagnerez une expérience cinématographique si vous ne l'avez jamais vue. Technique numéro 3, la rupture de ton. Mais non, mais on avait dit pas cette image, hein. Non mais je ne cautionne pas ces images. Donc, la rupture de ton comprend une technique qui, elle, se rallie à... Pourquoi des voitures ? Ah, oui. Voiture, rallye... Mais qui est-ce qui monte cette merde ? J'en ai assez ! Cette technique, je disais donc, se rallie au cinéma du genre, mais n'est pas forcément ancrée dans ce qu'on appelle le cinéma d'horreur ou d'épouvante. Nous pouvons par exemple la rencontrer dans des films tels que Fantasia en 1940. Rappelez-vous, le final avec la musique de Schubert et ce diable de l'enfer qui a effrayé plus d'un enfant.
Mais comment pouvait-on s'attendre à ça dans un tel film? Du début à la fin, le film vous semble mignon et paf, on vous jette la sauce à la fin. Ça, c'est un exemple typique de rupture de ton. C'est vrai quoi. Qui pouvait s'attendre à ça dans un film où il y a des hippopotames avec un tutu rose? Des tutus roses, bordel! Et puis ça? Mais... En conclusion, le cinéma d'horreur a fait une belle progression et a encore beaucoup d'avenir devant lui. Outre les navets, coucou UV-Ball, et outre les nombreux concepts tels que les slashers qui se répètent sans cesse et sans cesse, les sous-genres sont nombreux avec notamment la comédie d'horreur avec Shaun of the Dead ou encore les Evil Dead, et il y a tellement de bons films qu'on pourrait pas tous les citer. Enfin, simplement, juste filer en voir un maximum et profiter de ce dont tout ce que l'industrie du cinéma peut vous apporter. J'espère simplement que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris peut-être, qui sait, de nouvelles choses. Moi en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère pouvoir un jour refaire une nouvelle vidéo sur un nouveau thème, toujours sur le cinéma.